Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Favoriser l'autonomie et la prolonger, avoir plus de confort, acheter des équipements adaptés, ce sont les objectifs à atteindre pour la famille de Mathieu, 7 ans, atteint de myopathie de Duchenne. Pour aider leur fils, ses parents ont créé l'association Un arc-en-ciel pour Mathieu. Et pour en parler, nous accueillons sa maman Nadia. Bonjour. Oui, bonjour. Et on se retrouve en deuxième partie d'émission. On sera gourmand avec toi, Marie-Morgane. Salut. Salut. On parle de quoi avec toi et avec les internautes? Alors on va parler de leurs biscuits de Noël préférés. Super. Et d'ailleurs, dans un tour, on vous propose de suivre un atelier pour faire des bredele au moulin d'Eschviller. Ça sera en fin d'émission. Et d'ici quelques minutes, on rejoindra Thibaut en duplex au CIAV de Meisenthal. L'année dernière, la boule de Noël Arty avait fait un carton. Va-t-elle être détrônée par Lab? Réponse dans ce journal, mais on démarre d'abord par quelques brèves. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. La télémédecine pour lutter contre la désertification médicale. Ce week-end, la communauté de communes du Pays de Bitche, en partenariat avec la région Grand Est, a organisé une journée d'information sur les nouvelles technologies en matière d'e-santé. Le but, inviter les professionnels à utiliser ces outils de demain. La Banque de France va quitter ses locaux rue Poincaré à Sarreguemines en 2020. Elle sera remplacée par une antenne de proximité rattachée à une unité départementale. Un seul agent sera sur place pour accueillir et informer le public. Pas de date officielle de fermeture pour l'instant, mais le déménagement se fera avant le 31 décembre 2020. Homburo affrontera Prix-les-Mézières. Le tirage au sort de la Coupe de France s'est déroulé hier soir. Après avoir battu Auxerre, équipe de Ligue 2, Hassan Mbarki et ses coéquipiers rencontreront l'équipe de National 3. Le match se jouera le 4 ou le 5 janvier prochain. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Toujours pas de flocons en vue, mais de la pluie apparemment. Voici les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel sera couvert d'épais nuages qui déverseront des précipitations soutenues jusqu'en milieu d'après-midi. En fin de journée, elles se feront plus rares, mais le temps restera gris. Les températures maximales seront comprises entre 4 et 6 degrés. Demain, nous serons le mercredi 11 décembre et nous fêterons les Daniels. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 16h33. Vous avez été nombreux à être gâtés par le Saint-Nicolas ce week-end. Chantal Miglio l'a même rencontré en personne. Elle nous a envoyé la photo. Merci à vous et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer des photos par mail ou sur notre page Facebook. On peut dire qu'elle est victime de son succès. La boule de Noël de Meisenthal de cette année, Lab, est en train de battre des records de vente. Elle n'a pas le temps de souffler, à peine sortie de l'atelier que le public se l'arrache dès qu'elle est posée sur les étagères. Thibaut Desmerlet fait le bilan. Vide. Les présentoirs sont vides. La nouvelle boule de Noël de Meisenthal édition 2019 provoque un tel engouement que chaque matin les présentoirs sont vides. Mais rassurez-vous, chaque jour, 500 à 600 boules sont produites et chaque après-midi, plus de la moitié se retrouve sur l'étalage de la boutique à Meisenthal. Et depuis le début de la vente, un flux constant de visiteurs vient rafler le précieux objet en verre. Le site vend directement sur 8 points de vente extérieurs, certains marchés de Noël en Alsace-Lorraine, comme celui de Strasbourg ou de Sarreguemines, quelques offices de tourisme et sur leur boutique à Paris. Sa renommée est telle que quelques sites sont réapprovisionnés quotidiennement, comme Metz ou Strasbourg. La production ne s'arrêtera pas avant fin décembre et tous les fours fonctionnent à plein régime avec les 18 artisans verriers. Depuis le début de l'année, les ventes ont augmenté de 30% et la production tout modèle confondu dépasse déjà de 15% par rapport à la totalité produite l'année dernière, soit plus de 56 000 boules. Va-t-elle battre les ventes de sa sœur, la boule Arty? Pourquoi cet objet dispose d'un si grand succès? Pour répondre, Yann Grinenberger, directeur du Centre international d'air verrier, est au micro de notre journaliste. Alors dites-moi, quel est le succès actuel de la nouvelle boule Lab?
Alors Lab connaît un succès retentissant, comme d'habitude, me direz-vous, mais là effectivement, on a produit en amont de la saison et tout au long de la saison qui a démarré il y a maintenant 4 semaines, plus de 16 000 labs, et on va certainement atteindre 21-22 000 labs et supplanter Arty qui était la détentrice du précédent record à 20 000 pièces produites et vendues. Et qu'est-ce que vous dites aux clients qui arrivent à tel moment et qui souhaitent avoir sa boule dans sa couleur mais qui ne la trouvent pas? Alors d'abord, on comprend la déception des clients, mais il est vrai que notre atelier répond à un artisanat raisonné. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la capacité à se soumettre aux diktats des marchés de masse qui diraient qu'il faut produire énormément et exporter partout. Nous, on fait peut-être l'inverse, c'est-à-dire qu'on produit tout ce qu'on peut sur nos 3 fours avec nos 18 verriers pendant des mois et des mois, et avec amour, avec passion, et on essaie de contenter le maximum de personnes. Alors effectivement, on peut comprendre parfois la déception de certains clients, mais je crois qu'il faut mesurer aussi la chance d'avoir comme ça dans un territoire rural au fond de vallée une petite pépite, un petit artisan, un petit atelier comme le CIAV qui a la capacité de produire au jour le jour des objets uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui se méritent. Donc parfois il faut un peu de patience ou revenir l'année prochaine si tant est que finalement on ne trouve pas la bonne couleur, mais en venant tous les jours à 14 h, on peut trouver de quoi se contenter. Et la question, on a dû vous la poser des dizaines de fois, pourquoi cette boule a autant de succès chaque année? Moi, je pense que c'est un contexte général, il y a un contexte général des publics par rapport à toutes ces productions industrielles que l'on retrouve en masse dans tous les magasins franchisés, dans toutes les villes du monde. On trouve les mêmes magasins, les mêmes habits, les mêmes produits, au même prix, aux mêmes couleurs. Et à un moment donné, on a besoin, je ne vais pas dire d'exotisme, on a besoin de choses réelles, des objets qui sont porteurs d'une mémoire, des objets qui ont un supplément d'âme. Et je pense que le retour à la relocalisation, le retour à l'artisanat raisonné de fond de vallée, comme peut l'être le retour à l'agriculture raisonnée proche de soi, est un mouvement général dont on profite évidemment. Mais néanmoins, il y a aussi une autre chose qui rentre en jeu, c'est notre capacité à avoir réussi en 20 ans à la fois préserver un savoir-faire, embaucher des jeunes verriers, faire beaucoup de pédagogie avec des démonstrations, des parutions d'ouvrages, la presse, les médias qui nous suivent, et surtout le fait d'avoir invité chaque année des designers contemporains qui, avec leur mode d'expression de leur époque, s'adressent aux clients de notre époque avec des histoires, et du coup on est en face d'un objet qui a une fonction, une esthétique, mais bien plus, il a une histoire à raconter, il est narratif, et c'est un cadeau de très bon goût, c'est une belle collection. Beaucoup de gens me disent qu'ils les transmettent à leurs enfants. Donc voilà, les boules de Noël de Meisenthal ont acquis un statut très particulier et on en est très fiers. Et on est surtout fiers que tous les habitants du Pays de Bitche, de l'arrondissement, du Grand Est soient les ambassadeurs de cet objet. Le Pays de Bitche est en proie à la désertification médicale, c'est un fait. En mai dernier, un projet de contrat local de santé avait été lancé pour analyser les besoins du territoire et améliorer l'offre de soins. Et ce week-end, la communauté de communes, en partenariat avec la région Grand Est, a organisé une journée de présentation de solutions innovantes en matière d'e-santé. C'est un reportage de Morane Grandcola. On a fait le choix de prendre les choses en main et de construire l'avenir pour notre territoire, le territoire du Pays de Bitche. L'e-santé au service de notre territoire. Voilà le slogan du changement. Samedi matin à l'espace Cassin de Bitche, les élus ainsi que les professionnels de santé se sont réunis pour discuter innovation. La désertification médicale étant très marquée au Pays de Bitche, il était plus que nécessaire aujourd'hui d'aborder les solutions de demain. Basée sur les nouvelles technologies au service de la médecine, l'e-santé pourrait nettement améliorer l'offre de soins sur le territoire, notamment grâce à la télémédecine. Alors la télémédecine, c'est simple. La télémédecine, c'est le partage de la connaissance et de l'intelligence par n'importe quel moyen de transmission. Les acteurs de la télémédecine, le numéro 1, c'est le malade, c'est le patient. C'est-à-dire que le patient, la télémédecine, elle est là pour
pour améliorer le rapport entre le malade et son médecin. Et ces rapports seront améliorés grâce à la technologie. Après la conférence, les élus et les professionnels de santé ont été invités à découvrir différents stands proposant des solutions innovantes basées sur la télémédecine. Alors Hypnovert, en fait, ce qu'on a conçu, c'est un logiciel qui permet de traiter la douleur et l'anxiété pour les patients essentiellement dans le milieu hospitalier. Alors l'idée, en fait, c'est qu'on associe à la fois un texte hypnotique, de la musicothérapie et on rajoute effectivement un casque de réalité virtuelle pour une immersion multisensorielle du patient. La Start-up Mode. Donc effectivement, nous on est l'incarnation des protocoles médicaux de télésuivi créés avec le Centre européen d'études du diabète. Nous on va permettre 3 choses. On va permettre le partage des données entre un patient et son professionnel de santé. On va permettre de fluidifier le suivi grâce à la délégation de soins entre médecins traitants et infirmiers. Et on va aussi animer en fait des parcours de suivi en les personnalisant, en permettant aux patients et aux professionnels de santé d'échanger des messages, de se voir par téléconsultation, par visio. Alors DeCaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste. Donc on a accompagné la transformation du groupe donc vers la digitalisation et on offre aujourd'hui à nos clients donc aussi des outils de transformation numérique et digitale. Des tas d'outils ont été développés et mis sur le marché pour permettre aux professionnels de santé de les accompagner. La région Grand Est a prévu de consacrer 110 millions d'euros au domaine de la santé publique chaque année. Un objectif très ambitieux puisqu'aujourd'hui le domaine médical français est en crise. Manque de moyens humains et financiers, la télémédecine serait-elle la solution au problème ? La télémédecine, ce n'est pas le sauveur de la crise actuelle, c'est vraiment un outil, c'est un nouvel outil. Donc il va falloir que les professionnels de santé se l'approprient, que les patients se l'approprient aussi, parce qu'on voit aujourd'hui que ce n'est pas forcément facile pour le patient d'utiliser ou d'avoir l'usage de ces nouveaux outils. Mais nous, on pense que c'est vraiment un moyen de désenclaver certains territoires, d'amener des spécialistes qui ne sont plus présents dans les territoires. Mais avant tout, notre travail, c'est d'essayer de redonner de l'attractivité au territoire et donc qu'il y ait des médecins qui soient là, des cabinets médicaux qui soient ouverts. Mais on pense que sur un certain nombre de spécialités, la télémédecine peut vraiment être un outil pour que les patients aient accès à ces soins-là. Malgré cela, certains professionnels de santé se demandent tout de même si ces équipements vont entrer dans leur budget. Voilà pourquoi le diagnostic dans le pays de Beach reste encore à faire. Une fois les besoins déterminés, les acteurs mettront tout en œuvre pour arriver à cette transition numérique qu'est l'e-santé au service de notre territoire. Il faut que toute la machinerie de santé se mette au service aujourd'hui des territoires. Il faut que la région, même si elle est importante dans sa taille, se mette au service des territoires. La télémédecine pourrait donc être une des solutions pour pallier le manque de moyens médicaux et réduire la désertification médicale. Francis Vogt, président de la communauté de communes du Pays de Beach, répond à nos questions. Alors, Monsieur Vogt, bonjour. Bonjour. Dites-nous, quel est l'état des lieux que vous dressez de la situation médicale au Pays de Beach ? Alors l'état des lieux aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est en train de lancer un projet par rapport à la santé sur le territoire du Pays de Beach. L'état des lieux, nous avons lancé une consultation, donc un bureau d'études qui travaille aujourd'hui sur l'état des lieux sur le territoire, donc qui est en train de faire ce travail. Le travail avec les professionnels de santé, les médecins qui sont là, j'ai toujours dit que c'est au cœur du projet, les infirmiers et infirmières, dentistes, kinés, tous les professionnels de santé, donc ils sont en train de faire ce diagnostic, de voir avec eux de quelles sont les problématiques et aussi qu'ils vont faire un sondage sur la population pour pouvoir à un moment donné aussi avoir l'avis de la population dans ce domaine-là et de voir qu'est-ce qui aujourd'hui marche sur le territoire, qu'est-ce qu'il faudrait changer sur le territoire et qu'est-ce qu'il faut ramener sur le territoire pour éviter la désertification médicale. Et donc, quelles sont les solutions que vous proposez pour lutter contre cette désertification ? Les solutions qu'on propose. Aujourd'hui, on n'est pas au stade où on dit voilà la solution, parce que suite au diagnostic, il y a des fiches actions qui vont être rédigées par le bureau d'études après tout ce qu'ils ont recensé comme données. Et ces fiches actions, nous allons les mettre en place sur le territoire. Alors quand on parle, je tenais à le dire, quand on parle de la médecine, de la télémédecine, je pense qu'il faut être prudent quand on parle de ça,
pour ne pas faire peur en disant voilà, il n'y a plus de médecins sur le territoire. Le médecin, il est indispensable. C'est la base de tout. Il faut le médecin sur le territoire et faire venir des médecins sur le territoire. Et là aussi, il y a un travail à faire et je reviendrai après là-dessus. C'est quelque chose qui est la base, le médecin. Après, sur le territoire, il y a aussi la télésurveillance. Télécontrôle par rapport à des patients pour le télésuivi. Ça, c'est important. Et dans cette démarche-là, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut à un moment donné, c'est de pouvoir garder ou que les gens puissent rester le plus longtemps chez eux tout en ayant un suivi à distance. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est ça aussi le projet. Et c'est ça, on parle de e-santé, c'est dans ce domaine-là. Et après, on va pouvoir aller plus loin. Mais ce qui est important, c'est que je vais dire qu'aujourd'hui, la télémédecine non, il faut des médecins sur le territoire, mais qui va avoir un outil performant pour travailler différemment et avoir encore plus de possibilités dans ce domaine-là. Et donc ça, c'est la télémédecine. Et quand est-ce qu'elle sera accessible au Pays de Bitche? Pour qui et de quelle manière? Alors, accessible au Pays de Bitche, la télémédecine. Nous avons aujourd'hui, ce qui a été présenté, c'est tout ce qu'on peut faire et des choses et ce qu'on va faire. Parce que la base, c'est quoi? C'est le diagnostic qui va être finalisé d'ici 1 mois et demi, on aura le diagnostic, des fiches actions, il y aura un comité de pilotage avec des professionnels de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas la collectivité qui va le faire, c'est pas la collectivité aujourd'hui, c'est la communauté des communes qui a initié ce projet. Parce qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a une désertification médicale qui se dessine sur le territoire. Donc il faut prendre les choses en main. Il y a 2 choses, ne rien faire. Donc voilà, on assurera les conséquences, ou de prendre des choses en main. On a choisi l'option de prendre des choses en main, ce qui veut dire que demain, on va mettre les outils en place pour éviter cette désertification médicale, pour avoir un service de soins de santé, de service de médecine de qualité sur notre territoire. Prendre son petit déjeuner à l'école. C'est le cas 1 fois par semaine des élèves de petite section de l'école maternelle Les Colibris de Rohrbach-les-Bitches. C'est l'État qui leur paie ce repas et c'est un reportage de Guillaume Dumonteil. C'est devenu un rituel. Chaque vendredi matin, ces élèves prennent leur petit déjeuner à l'école. Au préalable, l'institutrice demande aux enfants ce qu'ils veulent manger. Une liste de courses est établie et la municipalité achète les ingrédients. Elle sera remboursée par l'État à hauteur de 1 € par élève et par petit déjeuner. Pour la préparation du repas, on retrouve à chaque fois une ATSEM et 1 ou 2 parents d'élèves. Au menu aujourd'hui, notamment des fruits. On a mangé des pommes. Et du pain. Il y avait d'autres choses. Des kiwis, des céréales. C'est sympathique, c'est convivial. Voilà, ça permet de faire découvrir aux enfants les différentes classes d'aliments. Bon, on reste à un niveau bien sûr simple puisque c'est des petites sections. Donc on essaye quand même de parler de produits céréaliers, de produits laitiers et de fruits. À Rohrbach-les-Bitches, un roulement a été mis en place pour permettre à plusieurs enfants de bénéficier de ce dispositif. La classe des petits est donc la classe qui a commencé cette expérimentation. Donc on a commencé après les vacances de la Toussaint, donc au rythme de tous les vendredis jusqu'aux vacances de Noël. Après les vacances de Noël, ce sera la classe des moyens jusqu'aux vacances de février, puis la classe des grands. Et il y a une classe au CP à l'élémentaire qui commencera aussi après les vacances de Noël. Dans l'académie de Nancy-Metz, 54 écoles sont concernées par ce dispositif, 4478 élèves en bénéficient. C'est donc le cas à Rohrbach-les-Bitches, mais aussi à Sarralbe et à Bitche. Un arc-en-ciel pour Mathieu, une association pour aider Mathieu atteint de myopathie de Duchenne. On donnera la parole à sa maman Nadia. Et on donne également la parole aux internautes. Quels sont leurs gâteaux de Noël préférés? C'est tout de suite après la pub. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au Pays de Bitche. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches, chocolat et gâteaux de Noël.
didn't know that I needed this until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Le Chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour Noël, offrez des cadeaux qui font du bien. AVS Médical vous offre des remises exceptionnelles sur des produits de qualité. Jusqu'à 200 € de réduction sur votre fauteuil releveur électrique pour vous asseoir et vous relever sans difficulté. Profitez du célèbre stimulateur circulatoire Revitive à prix réduit et retrouvez toute une sélection de produits soldés dans vos centres de santé AVS à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Problème d'humidité? Quelle ventilation? La ventilation ne doit surtout pas être négligée lorsqu'on effectue des travaux d'isolation. En effet, les logements sont de plus en plus étanches à l'air. De ce fait, des problèmes d'humidité peuvent apparaître à tout moment. Pour éliminer la vapeur d'eau que nous produisons à l'intérieur de notre habitation, il existe plusieurs systèmes mécanisés. Optez par exemple pour la VMC Simple Flux. Grâce à des entrées d'air, elle apporte de l'air neuf dans les pièces de vie. Au contraire, son extracteur évacue l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur. Encore plus efficace, la VMC Double Flux. Avec son échangeur de chaleur, elle récupère les calories de l'air vicié qui vont préchauffer l'air venant de l'extérieur pour être insufflé dans les pièces de vie. L'économie réalisée est d'environ 7% de la consommation de chauffage. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de ventilation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. C'est le moment de retrouver nos lutins préférés. Ils continuent d'emballer les cadeaux et en chanson, s'il vous plaît.
Oh bah dis donc, j'ai l'impression que les enfants ils étaient super sages cette année. T'as vu toute la tonne de cadeaux qu'on a? C'est vrai. Après, bon, s'ils avaient été un peu moins sages, ça ne nous aurait pas empêché de leur en offrir aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à une chanson qui s'appelle Ça n'empêchera pas, et c'est Laurent Crémer qui l'avait interprétée en 2011, tu t'en souviens? Bah oui, carrément. Allez, on l'écoute? Ouais. Il y a des jours ou des semaines, il y a des mois ou des années, que pour mes cadeaux de Noël, je ne déchire plus le papier. Lorsque le temps fait ses ravages et que l'enfance disparaît, il reste comme un goût amer, on fait semblant d'imaginer. Il y a des jours ou des semaines, il y a des mois ou des années, je n'ai pas retrouvé le goût suprême des petits gâteaux briochés que préparait Mamie Hélène. Elle faisait des tartes à en crever, son âme est partie vagabonde et quelque chose a bien changé. Mais ça n'empêchera pas nos enfants de rire, ça n'empêchera pas la fête et ses plaisirs, ça n'empêchera pas qu'ils descendent du ciel et la terre de tourner. Ça n'empêchera pas d'aiguiser les désirs, ça n'empêchera pas de déguiser le pire, ça n'empêchera pas les uns de partir, les autres de rester. Il y a des jours ou des semaines, il y a des mois ou des années que l'on fête, avec ou sans Dieu et que Dieu a pardonné. Faut-il un sapin synthétique ou la fraîcheur de nos contrées? Faut que ça fasse beau dans la boutique, faut épater les invités. Où est l'enfant qui a vu sage l'innocence partir en fumée, les joies du jeu et du partage, l'importance des futilités, l'insouciance à tous les étages, la déraison comme vérité? Il y a des jours ou des semaines, il y a des mois ou des années. Mais ça n'empêchera pas nos enfants de rire, ça n'empêchera pas la fête et ses plaisirs, ça n'empêchera pas qu'ils descendent du ciel et la terre de tourner. Ça n'empêchera pas d'aiguiser les désirs, ça n'empêchera pas de déguiser le pire, ça n'empêchera pas les uns de partir, les autres de rester. Non, ça n'empêchera pas les uns de partir, les autres de rester. Et ça n'empêchera pas les lutins de revenir demain pour une nouvelle chanson. Marie-Morgane, ici on est gourmand, hein, et avec nos internautes, tu as parlé de biscuits de Noël. Alors évidemment, c'est de saison et on a voulu savoir quels sont leurs biscuits de Noël préférés et s'ils les confectionnaient eux-mêmes. Catherine nous a répondu: chez nous, on n'en achète jamais. Ma maman fait les meilleurs spritz du monde. Ma mère fait 5 ou 6 sortes différentes et moi 4 ou 5 et ensuite on mélange. À l'époque, elle en faisait tellement qu'on en mangeait jusqu'à Pâques. Alors si cette année vous en avez de nouveau trop, nous on est preneurs, hein, je pense. C'est ce que j'allais dire, on se fera un plaisir de goûter. Les biscuits préférés de René, ce sont également les spritz. Il nous a écrit: je me souviens du temps où j'aidais ma mère à les préparer, surtout à faire passer la pâte dans la moulinette, et dès qu'elle ne regardait pas, j'en profitais pour manger un bout de pâte, c'était trop bon. Alonso lui adore le panettone et les biscuits au gingembre. Et Sandrine, elle, ce qu'elle préfère, ce sont les biscuits avec du glaçage au citron dessus. Et elle poursuit: j'ai aussi un faible pour tous ceux qui sont nappés au chocolat ou encore le pain d'épices. Moi aussi, un très très gros faible. Ça donne faim tout ça en tout cas. Tu avais une autre information à partager avec nous. Et oui, l'équipe de Mosaïque Cristal veut avoir votre opinion pour pouvoir à chaque fois nous améliorer. Pour cela, nous avons créé un petit questionnaire très rapide. Vous pouvez y accéder depuis notre site internet. Et un grand merci d'avance à toutes les personnes qui participeront. Merci beaucoup Marie-Morgane. Avec plaisir. Je me tourne maintenant vers vous Nadia, on passe à un tout autre sujet. Alors je pense que nous sommes très peu à connaître la myopathie de Duchenne. Et pour comprendre quel est le quotidien de votre fils qui en est atteint, mais aussi le vôtre, eh bien Marie-Morgane a fait quelques images, regardez. Mathieu a 7 ans. Quand on le rencontre pour la première fois, c'est un petit garçon comme les autres. Mais il a quelque chose en plus, il s'agit de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui fragilise les cellules musculaires. Il a du mal
à se lever, il a du mal à faire des gestes quotidiens par rapport maintenant à un enfant qui n'a rien, quoi. Hein. Ça peut être juste de se lever, il sait comment faire, il le fait à sa façon. Là maintenant, depuis 2 ans, à peu près, il prend de la cortisone. Voilà, tous les jours, il prend de la cortisone et c'est ce qui aide pour l'instant à ralentir la maladie. Parce que c'est une maladie qui se guérit pas pour l'instant. Mathieu va à l'école accompagné d'une AVS. Il est en classe de CE1 à Marino et il adore ça. Ça c'est super bien. Il aime bien apprendre et ça se passe bien. Les élèves, ils sont au courant. Ils savent ce qu'il a. Ils font attention à lui. Ils évitent de le pousser parce qu'il tombe facilement. Il n'a pas assez de force dans les jambes. Mais sinon, ça va. Et puis à l'école, ils ont fait quelque chose de bien. Normalement, là, le C1, ils sont à l'étage. Là, ils ont fait pour que Mathieu n'ait pas à monter les escaliers. Donc la classe, elle est en bas. Pour le soulager de ses crampes et de ses douleurs musculaires, ses parents lui font régulièrement des massages. Car Mathieu fait beaucoup d'activités comme de la gym. Cette maladie évolutive demande aussi des adaptations de son environnement, notamment à la maison. On a prévu d'installer un ascenseur dans la maison. C'est en cours, les devis sont en cours. On a déjà les dossiers. Voilà, donc on verra. Je pense que d'ici l'année prochaine, ça devrait se concrétiser. Pour les aider dans ces projets, ses parents ont créé une association, un arc-en-ciel pour Mathieu. Alors Nadia, concrètement, c'est une maladie génétique. Le corps ne produit pas de dystrophine, c'est une protéine qui est donc dans les fibres musculaires. C'est une maladie évolutive. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez découvert que votre fils en était atteint? Au début, il n'arrivait pas à faire du 4 pattes. Donc c'est vrai qu'on se disait, tiens, c'est bizarre. On est aussi allé voir le médecin qui nous disait que c'était pas grave, que c'était sûrement juste un retard psychomoteur, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Plein d'enfants, on n'arrive pas à faire du 4 pattes. Il y en a qui marchent tout de suite et puis c'est tout. Il n'osait pas lâcher la main, il avait toujours peur de se lâcher complètement. Alors bon, il a été suivi. Et jusqu'au jour où le médecin, trouvant que les progrès n'étaient pas assez bons, lui a fait faire une prise de sang. On ne savait pas trop pourquoi, mais il disait qu'il fallait le faire et puis on a regardé. Puis le jour où on m'a dit de venir, j'étais même tellement sûre de moi que je suis allée toute seule. Et c'est là qu'il m'annonce que c'est une myopathie et que c'est le téléthon, c'est les enfants du téléthon, c'est la maladie de mon fils. Donc on tombe des nues, on ne comprend pas, parce que pendant tout ce temps-là, on me disait qu'il n'avait qu'un retard. Et d'un coup, on m'annonce une maladie grave, génétique, en me disant il faudra voir pour une chaise roulante et essayer de joindre le téléthon. C'est eux qui vont pouvoir vous aider le maximum. Oui, donc on n'est pas préparé de toute façon à tout ça. Aujourd'hui, quels sont les besoins de Mathieu concrètement? Mathieu, son plus gros problème maintenant, c'est vraiment de se relever du sol. Donc on a vu sur la vidéo, enfin dans le reportage, que il a une autre méthode pour se relever, mais il a trouvé. Et puis les escaliers. C'est-à-dire que les marches sont, pour lui, il ne prend que appui sur une jambe. Et c'est fatigant. C'est-à-dire que pour lui, même quand il est fatigué, c'est du 4 pattes dans l'escalier, parce que pour lui, c'est trop fatigant de les monter et de les descendre d'ailleurs. Donc on s'est mis maintenant à voir qu'on puisse lui alléger son quotidien pour les escaliers au moins déjà. Donc il faut des aménagements, comme on a pu le voir dans le reportage. Qu'est-ce qui est en cours? Pour l'instant, donc, on a dû voir par la MDPH, donc c'est l'État. Et on n'a pas le droit de commencer quoi que ce soit comme travaux. Sinon, il donne pas d'argent, enfin, il donne pas de. D'accord, donc oui, c'est assez strict. Ouais, donc il faut vraiment d'abord qu'on fasse une demande, un gros dossier à remplir que vous envoyez. Et après, là maintenant, on a eu la visite en été d'un ergothérapeute et d'un monsieur en bâtiment. Pour bien voir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est vraiment nécessaire. Bon, l'élévateur est très nécessaire, donc ils sont tout à fait d'accord. Et maintenant, on a dû faire des devis. Donc chez des installateurs d'ascenseurs et bien sûr après il nous faudra aussi des maçonneries, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous le poser comme ça. Ouais. C'est toute une organisation, ça on imagine. On l'a vu aussi dans le reportage, il fait de l'exercice physique. Est-ce que ça l'aide concrètement?
Non, ça n'empêche pas sa maladie. Il est suivi sur Nancy, Nancy-Pravois, et c'est là qu'il y a eu un ergothérapeute qui nous a dit qu'on ne devait pas le freiner, mais que ça n'arrangeait pas plus sa maladie, mais qu'on ne pouvait pas l'économiser non plus. C'est-à-dire en lui disant « fais moins », ça ne sert pas à grand-chose non plus. Son muscle s'atrophie à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le sport ou pas faire de sport. Ouais. Et est-ce qu'il a des séances de kiné? Oui, de la kiné. Il fait de la kiné. Il y a une ergothérapeute qui passe à l'école pour lui. Il fait de l'orthophonie. Et il a une éducatrice. Il est suivi au CESAD de Frémin-Merlebach, qui font des activités pour les enfants en handicap. Donc, il est occupé. Alors, on a parlé de la MDPH. Est-ce que vous avez pas mal d'aides qui sont attribuées ou c'est encore trop peu? Pour l'instant, oui, ça ne suffira pas. C'est pas parce que c'est plafonné, ça n'ira pas plus de 10 000 euros, et ça pour 10 ans. C'est-à-dire que si on vous donne cette somme maintenant, on ne pourra plus rien demander pendant 10 ans. Et c'est pourquoi il y a aussi votre association que vous avez créée en 2016, c'est bien ça. Un arc-en-ciel pour Mathieu, c'est son nom. Vous avez réussi à récolter combien de dons depuis qu'elle existe? On est bien à presque 30 000. Ah oui, quand même. Oui. D'accord, donc les gens sont assez solidaires. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été organisées, donc c'est quand même sur beaucoup d'années, enfin quand même plusieurs années pour arriver à cette somme-là, mais c'est vrai que les gens sont quand même touchés. Beaucoup nous demandent quelquefois s'il guérit. Là, on espère que le Téléthon nous trouve vraiment un traitement pour qu'il puisse au moins se stabiliser. On ne parle même pas de guérison, mais on aimerait vraiment qu'il arrive à pouvoir avoir une vie hors d'une chaise roulante. C'est notre rêve, ça. Parce que pour l'instant, c'est plus grave quand même. On espère en tout cas pour vous que ce rêve se concrétisera. Merci. Alors, cet argent que vous avez récolté au fil des années, concrètement, il a servi à quoi? Pour l'instant, encore à rien. Vous le gardez On le garde, comme dit, étant donné qu'on a eu nos premiers devis d'ascenseur, s'élève à 18 000 euros. Uniquement l'ascenseur, c'est-à-dire uniquement l'appareillage pour le faire monter, sans compter bien sûr les travaux d'à côté qu'il faudra encore faire en plus. Donc c'est pour ça qu'on fait tous la MDPH, on essaie d'avoir quand même aussi des moyens là, parce qu'il y a d'autres travaux qui vont arriver. Une voiture à adapter si vraiment chaise roulante, parce qu'on a une voiture, ça n'ira pas du tout. Et puis après au plus loin aussi une salle de bain adaptée. Bien sûr, oui, il faut revoir tous les équipements pour qu'il y ait quand même les une toilettes, que la douche. Une baignoire, c'est pratiquement. On nous a annoncé la MDPH quand ils sont passés, l'ergothérapeute a dit qu'il faudra enlever la baignoire. Ça ne pourra plus grimper dans une baignoire, ça ne servira plus rien pour avoir une place plus grande pour une douche bien adaptée pour lui. Et alors, vous créez des événements pour que les gens puissent vous faire des dons. Comment ça se passe finalement La seule chose vraiment qu'on fait, nous, c'est un marché de Noël. C'est-à-dire, on en a organisé un dans le village natal de mon mari. Et là, cette année, j'ai pris des tables tout simplement à Morsbach. Puis je me suis mis on a fait de la décoration. On a eu des personnes qui nous ont fabriqué des choses pour qu'on puisse les vendre. C'était vraiment... gentil, ça. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc on avait un grand stand d'un coup. Et puis voilà, sinon c'est plutôt des chorales qui viennent vers nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers nous aussi, des gens qui font du théâtre pour la première. Ils ont des dons, le don de toute la soirée. Le café gâteau, les entrées, tout ont été donc donnés à notre association. Alors on était vraiment très contents de ça, quoi. C'est fou. Cet élan de soutien, ça fait toujours chaud au cœur finalement. Ouais, ça fait du bien. Et si vous aussi vous voulez faire un don, vous pouvez aller sur la page Facebook @unarc-en-ciel pour Mathieu, ou alors tout simplement les contacter au 06 80 90 12 73. Merci beaucoup Nadia d'avoir partagé votre histoire, votre témoignage, et merci à toi aussi Marie-Morgane. À bientôt. Avec plaisir. Et pour terminer, on vous fait encore un peu saliver avec ce numéro On Tour très gourmand en direction le moulin d'Eschvillers. Car chaque année, pendant une semaine, les enfants de tout le secteur s'activent pour confectionner ces spécialités de Noël bien de chez nous. Bonne fin de programme et à demain, même heure.
à tous, c'est parti pour un mois où Noël ne sortira pas de nos têtes. Et chez nous, les fêtes riment avec recettes gourmandes, à commencer par la confection de bredele. On se trouve aujourd'hui au moulin d'Eschviller, où d'ailleurs un atelier est proposé pour fabriquer ces gâteaux. Je vais enfiler ma tenue d'apprentie pâtissière et on se retrouve juste après cette petite présentation. Bredele pour les Alsaciens ou Bredle pour les Mosellans, les petits gâteaux font partie des incontournables de Noël. D'ailleurs, leur origine est assez difficile à établir. Dans nos régions, tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont toujours existé. Dans chaque famille, on confectionne les bredele soit pour les déguster, soit pour les offrir. Et les recettes se transmettent d'une génération à l'autre. Historiquement parlant, on a retrouvé des moules datant du XIVe siècle et la majorité du XVIe au XIXe siècle le long du Rhin. Ces moules utilisés pour la confection des bredele étaient fabriqués en bois sculpté puis en terre cuite. Ils servaient pour les bredele à pâte dure, on y donnait ainsi une forme avant de les cuire. Une histoire datant de 1570 atteste de l'existence de ces petits gâteaux. Le magistrat de Strasbourg a interdit le marché de la Saint-Nicolas dont les bénéfices revenaient à l'évêque. Mais c'était sans compter sur les réactions des ménagères de la ville qui se rebellèrent car elles ne pouvaient plus acheter d'agrumes ni d'épices nécessaires à la préparation des bredele et des desserts de Noël. À cette époque, on découpait simplement la pâte au couteau pour obtenir des formes carrées, rectangulaires ou des losanges. La confection des bredele s'est démocratisée au cours du XVIIIe siècle, puis les emporte-pièces sont apparus permettant de rendre ces petits gâteaux aussi beaux que bons. Les bredele sont si célèbres qu'aujourd'hui même leur nom, bredele, est entré au dictionnaire. Les enfants, tout le monde, les mains en l'air. Tout le monde, vous êtes prêts? Allez, vous allez à la table suivante. Viens, va là-bas. Allez là-bas. Alors, comment vous appelez? Joseph Meyer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des Amis du Moulin d'Eschviller. Oui. Ici, même hors saison, il se passe toujours quelque chose. Expliquez-moi un peu comment ça vous est venu l'idée de proposer cet atelier. Mais écoutez, cette bredele-là, c'était il y a en 2007 la première fois que le président dans le temps, c'était M. Bruno Perali, il avait une idée de faire les bredele, c'est-à-dire que comme on le faisait dans le temps chez nous, dans notre région. Et vous, ça vous évoque quoi personnellement? Personnellement, moi je me rappelle que je faisais les spritz avec ma maman, que je les faisais et que je goûtais toujours un peu de pâte quand on en faisait. Ça, encore aujourd'hui, j'aime bien le faire. Et donc c'est important pour vous de transmettre aux jeunes générations? Ah oui, ça c'est vraiment important de, premièrement, Noël, de le transmettre, déjà d'attendre pendant longtemps Noël, et puis c'est toute cette période-là avant de préparer Noël. Alors les bredele, ça c'est quelque chose de beau si on peut le préparer, si on les fait. Là on a de la chance, on fait 6 sortes de petits gâteaux, alors que ce soit les spritz, les emporte-pièces, le glaçage, les petites pépilles dessus, les emporte-pièces, le chocolat, qui est le plaisir des enfants de tremper le chocolat ou de le faire. Ça c'est vraiment un plaisir à tous les enfants de travailler, de faire des trucs de Noël. Et alors vous ne proposez pas que ce type d'atelier-là? Non. Il y a d'autres choses, expliquez-moi. Oui, dans l'année, alors ça c'est la dernière de l'année, bien sûr, c'est les bredele. Au total, on a 3 ateliers qui font, que les Amis du Moulin font, qui sont avec la farine. Alors, le premier, c'est au printemps, on a un atelier de semailles. De semailles, on fait du pain, c'est-à-dire on a un boulanger qui vient sur place, qui fait la pâte, et on explique aux enfants de la semaille, la récolte, après le moulin et après faire le pain. C'est-à-dire il y a le boulanger qui est là, on fait, alors bien sûr on leur explique que normalement ça dure plus longtemps parce que le pain il faut qu'il lève, nous on le fait un peu plus rapidement et chacun il reçoit un pain qu'on cuit ici même. Alors ça c'est un atelier et on a un deuxième atelier, alors celui-là il est à peu près au mois d'avril-mai, alors celui-là on fait des briochettes. Alors
Alors des briochettes, c'est-à-dire la pâte, on l'a fait chez notre meunier au moulin de Volmaster. Alors il nous fait la pâte. Après les enfants ils viennent et ils font des nounours, n'importe. Ça dépend si c'est maintenant des maternelles qui sont petits. Vous voyez par terre là, on a des bancs pour qu'ils puissent travailler. Bah oui, ça c'est alors il faut enlever et faire. Alors l'avantage quand on fait les briochettes, c'est que tous les enfants ils reçoivent ce qu'eux-mêmes ils font, c'est-à-dire la figurine qu'ils font. Ils réceptionnent tout après. Ils réceptionnent, c'est-à-dire qu'ils le font sur du papier glace. On marque les noms dessus. Ils font leur briochette, un nounours ou un escargot ou n'importe. Et après on le cuit et après ils reçoivent la pochette avec le leur, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer à la maison avec ce qu'ils ont fait dans la journée. Alors ça c'est les 3 ateliers qu'on fait dans l'année au niveau des Amis du Moulin. Super. Et en tout cas, 360 enfants passent ici pour confectionner ces gâteaux. On vous propose un petit reportage, vous allez voir l'ambiance de cet atelier. Voici l'antichambre des cuisines du Père Noël, ou devrait-on dire ici du Christkindl. Chaque année depuis 13 ans, le grenier du Moulin des Schuyler se transforme pendant une semaine en fabrique à Bredle. « 360 enfants des écoles de tout le secteur se retrouvent ici pour mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, c'est l'école élémentaire de Kalhausen qui tourne la manivelle. Les amis du Moulin des Schuyler se relaient aux ateliers. Ils sont là pour transmettre aux enfants les bons gestes, comme ils les ont appris eux-mêmes étant enfants. Les bredel, oh ça revient, ça va loin. Quand j'étais encore chez maman, alors on faisait toujours des gâteaux. Ce qui était un petit peu bête, c'est que maman, elle les faisait toujours en cachette. Et avec mon frère, on cherchait les coins où elle les cachait. Souvent, on les trouvait. Et c'est sûr qu'après, quand elle était plus grande, on avait le droit de tourner la crème, l'œuf et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on en mettait les doigts là-dedans? C'était trop bon. J'ai pas eu tellement l'occasion de les faire puisque j'étais en internat. Donc, j'ai jamais participé. Mais pour manger, là, c'était bon. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne mange pas ces bredel toute l'année. Ils n'ont pas le même goût le reste de l'année. Après Noël, ils n'ont plus le même goût, on n'a plus envie de les manger. Les bredel, c'est Noël. Ma maman, ma tante, une sœur à mon papa qui faisait beaucoup de gâteaux. Et puis mon papa avait été boulanger avant la guerre, donc on a fait des gâteaux. C'est avant Noël, c'est la famille, les enfants, des petits cadeaux et puis surtout la vie en famille. Des souvenirs surtout d'enfance, tout ça, et puis c'est bon en plus, hein. Ça se voit. Je continue à le faire, je continue à faire avec mes petits-enfants parce que je veux que cette tradition, et puis surtout cette bonne odeur quand on fait les gâteaux, ça sent bon dans la maison. J'ai 3 petits-enfants, on a fait des gâteaux avec les petits-enfants aussi, c'est très important. Il faut d'ailleurs continuer à faire des gâteaux avec les enfants. Des petits gâteaux de Noël, c'est Noël pour eux. L'odeur des bredel qui sortent du four, c'est l'avant-goût de Noël, et sans doute le meilleur. Il paraîtrait que même au ciel, on s'active à la confection de bredel. Ils savent aussi quand le ciel est rouge en ce moment. On dit toujours « Das Christkindl backt bredel ». Alors je vous suis. Oui, on va étaler la pâte tout doucement. D'accord. Voilà. À ce stade-là, on va l'enlever un petit peu. On va fariner. Moi, j'ai eu le... On va fariner un petit peu. Et on continue à l'étaler. Et donc après, c'est au bon vouloir. On va le mettre sur la pâte. On appuie bien fort. Ok. Voilà. Et on a un cœur et un canard. Et on continue. Et en tout cas, c'est le moment de prendre des notes parce que là, on va bénéficier de très bons conseils. Avec mon deuxième invité, René Val, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc boulanger, vous faites aussi partie de l'association, c'est bien ça. Ça. Alors, expliquez-moi un petit peu, c'est quoi le conseil pour faire le bon bredel? Alors, pour avoir un bon bredel, il faut déjà avoir les bons ingrédients. Après, il faut aussi avoir un peu de métier, mais bon, toutes les personnes peuvent faire les bredel. Hein. C'est surtout une question de
qualité de la pâte, des œufs, tout ça, voilà. Alors comment vous vous organisez? Parce que là il y a beaucoup de monde. Comment ça se passe l'atelier? Ben là, les ateliers sont groupés en 6. Donc il y a des prédels qu'on fait ici. Il y a pour badigeonner, on a là-bas pour tourner, on a la spritz là-bas et pour dessiner avec du sucre glace. Voilà, c'est des ateliers de 6 ateliers en 5-6 minutes. Quoi. Mais vous ne faites pas que ce type de bredele, vous faites combien de sortes différentes? Voilà, alors on fait exactement 4 sortes de bredele. On fait ici les petits beurres. Voilà, avec, on met de la vanille dedans. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez spécial dans notre région. Ça s'appelle les Schwoebredel. Donc c'est un petit gâteau alsacien. D'accord. Mais normalement, la provenance, c'est Schwobe, ça veut dire le pays de Souabe. Alors peut-être ça a été rapporté de là-bas. Après, on a là-bas les Spritz, donc qu'on fait dans l'ancienne moulin là-bas. Et c'est fait avec des amandes. Et là-bas, on a les torsadés. Donc c'est aussi une... Ah oui, c'est encore différent. C'est une pâte différente avec du chocolat et de la vanille. Et alors vous, ça vous évoque quoi, la confection de ces gâteaux? Alors la confection des bredel, je reviens un peu à mon enfance. C'était surtout quand on était gosse, à la veille de Noël. Il y avait chez nous, il n'y avait pas le Père Noël. Il y avait le Christkindl. Le Christkindl, donc le soir, la veille de Noël, elle venait avec la clochette, comme ici, et elle venait avec le Rubels. Donc c'est un monsieur qui était toujours le méchant. Et on devait, le soir de la veille de Noël, on était toujours très anxieux. Et après avoir fait une prière ou une chanson, il nous donnait les cadeaux. Et après ceci, nous, on pouvait manger les bredel. Ah, voilà. C'est une très belle histoire en tout cas. Voilà, donc c'est surtout dans le Beach-Hollande et puis en Alsace, ça s'appelle le Christkindl, c'est l'enfant Jésus. D'accord, très bien. Alors je reviens 3 petites secondes sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure, parce qu'il y a différentes sortes de bredele, dont les spritz. Oui. Et d'ailleurs, on utilise un outil un peu insolite. Regardez. Parmi les nombreuses sortes de bredel, il y a les fameux spritzbredel ou gâteaux à la douille. Mais la pâte à spritz est bien trop ferme pour pouvoir se dresser avec une poche à douille classique. D'où le détournement d'un ustensile de boucher, le hachoir à viande manuel. Ce hachoir n'est aujourd'hui quasi utilisé que pour la pâtisserie. Un ustensile qui se fixe à la sortie de l'appareil permet à la pâte de passer par une petite forme d'étoile qui donne au spritz ce relief si particulier. En I, en S ou en anneau, aux amandes, à la noisette, nature ou à la noix de coco, trempées ou non dans du chocolat, les variétés de spritz sont nombreuses. Leur seul point commun est cet ustensile sans lequel il sera impossible de les confectionner. En tout cas, je me suis bien amusée. Je suis en train de confectionner mon petit paquet pour repartir avec, comme d'ailleurs tous les enfants qui ont participé à cet atelier. Bon, je suis pas sûre que ça tiendra jusqu'à Noël. Je suis assez gourmande. Allez, à bientôt.